Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à l'aventure d'une symbolique qui fait parler beaucoup d'elle en ce moment. Ce sont les armes défensives. Vous avez sans doute suivi l'actualité par rapport à la guerre en Ukraine, par exemple, et ça fait plus d'un mois qu'on nous serine qu'il faut envoyer des armes aux Ukrainiens pour se défendre. Et évidemment, si on le prend d'un point de vue rationnel, bon, ça paraît tout à fait rationnel. Mais si on regarde un petit peu la symbolique, on arrive à des trucs complètement extraordinaires. Déjà, juste pour vous dire ce qui m'a déjà interpellé sur ce thème-là, c'est que j'ai entendu une experte de plateau, comme on dit, une femme experte de je ne sais pas quoi, qui passait sur France Inter et qui était très vindicative et très va-t-en-guerre, justement, et qui disait il faut lutter, il faut vaincre la Russie, il faut leur envoyer des armes, enfin bref, tout le baratin qu'on nous, qu'on nous met dans les médias. Mais ça venait de la part d'une femme. Et ça m'a un peu étonné en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui est derrière les armes défensives? Alors, on va commencer tranquillement. Les armes défensives, elles servent à se défendre et à défendre les gentils contre des méchants. Évidemment, si je quitte le domaine de l'Ukraine, on va aux USA, le pays le plus armé au niveau des citoyens. Chaque citoyen, enfin ceux qui peuvent en tout cas, ils ont tous des armes, voire même des armes de guerre chez eux, et toutes ces personnes le disent, c'est pour se défendre. Et s'il y a des méchants qui arrivent, comme dans les films hollywoodiens, bah, j'aurai de quoi me défendre, parce qu'il y aura des méchants qui vont m'attaquer, j'ai des kalachnikovs chez moi. Bon, ça fait sourire en Europe, n'empêche qu'en Amérique, c'est une réalité tout aussi réelle que la nôtre. Bon, chacun ses trucs. Mais là aussi, ce sont des armes défensives. Alors, je vais vous emmener dans un autre domaine, comme ça vous allez comprendre de quoi je vais vous parler. Je vais vous emmener dans le domaine de la santé et vous allez observer les noms que l'on met sur les médicaments que l'on utilise pour lutter contre les maladies. Eh bien, on va mettre des noms, par exemple, antidépresseurs, anti-inflammatoires, anticancéreux, antibiotiques. Antibiotiques, d'ailleurs, c'est un nom assez marrant parce que bio, c'est la vie, et antibiotique, c'est quelque chose qui détruit la vie. Et oui, on utilise contre les maladies des armes défensives. Et les armes défensives qu'on utilise dans notre corps, eh bien, comme elles ne font pas la différence entre une cellule saine et une cellule méchante, eh bien, en fait, elles ont, comme les chimiothérapies, elles ont tendance à détruire un peu tout ce qui passe, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser des armes défensives qui vont créer de la mort. Et on se rend compte que quand on prend le domaine médical, on va retrouver ce langage guerrier qui est l'utilisation d'armes défensives sous prétexte que la maladie, c'est le méchant qu'il faut éliminer. Et pour éliminer le méchant, on est prêt à y laisser des parties de sa propre vie, c'est-à-dire on est prêt à sacrifier un peu certains organes, les vaisseaux sanguins, le poumon, je ne sais pas, on est prêt à sacrifier une partie de sa vie pour obtenir ce qu'on appelle la santé, la guérison, ou dans le domaine militaire, la paix. Et vous allez tout de suite faire le lien avec les guerres. On utilise exactement les mêmes noms pour faire passer les armes de destruction. On va dire les mines antipersonnelles, les canons anti-aériens, c'est anti quelque chose, quoi. Et c'est toujours anti-méchant. Donc, le discours de la guerre a envahi complètement notre champ médiatique. Et depuis la crise sanitaire et puis maintenant la crise de l'Ukraine, on n'a pas en fait changé de registre. On est toujours en train de lutter avec des armes contre des méchants. Et je vous rappelle la phrase du président de la République quand il y a eu l'arrivée de cette crise sanitaire avec la maladie qu'on appelait le Covid. Et bien en fait, 6 fois dans le discours, il a dit « nous sommes en guerre ». Ah, on est vraiment sur un registre donc de guerre sur plusieurs années, avec des thèmes différents, mais on est toujours sur un registre de guerre contre des méchants.
un méchant qu'il s'appelle virus ou qu'il s'appelle russe ou je ne sais pas quoi. Peu importe. De toute manière, c'est un truc où on est en guerre. Et je veux juste attirer l'attention sur le fait que ces armes défensives, en fait, elles font du dégât, elles créent de la mort. Alors bien sûr, on estime qu'elles vont tuer plutôt les méchants que les gentils. Ce qui n'est pas sûr, parce qu'on sait que dans toutes les guerres, par exemple, il y a des armes qui échappent, surtout quand on livre beaucoup d'armes comme ça, il y a des armes qui échappent au contrôle, qui se retrouvent dans des réseaux mafieux, qui vont faire du trafic d'armes, etc., etc. Comme on sait que dans toutes les chimiothérapies, il y a des gens qui supportent plus ou moins bien, et puis il y a des gens qui vont avoir de graves séquelles après ces médicaments qui étaient censés leur sauver la vie. Ce sont des faits, c'est juste pas anodin d'utiliser des armes pour se défendre. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut faire comment? Eh bien, il faut qu'on aille voir le symbole qui est derrière. L'arme, par définition, et notamment les armes que l'on utilise dans nos sociétés modernes, les canons, les fusées, les tanks, enfin bon, tout ce que vous voulez, ce sont toujours des copies d'un symbole masculin. Les armes ont toujours été, depuis la nuit des temps, copiées sur les symboles phalliques. C'est-à-dire, on invente le javelot, on invente l'arc, on invente le fusil, on invente le canon, on invente le missile. C'est toujours quelque chose qui va aller pénétrer chez l'autre et qui va lui faire des dégâts. Or, ces armes, étant calculées sur un symbole masculin, voire machiste, on peut le dire, ce n'est pas vraiment la réalité de la vie. Parce que le pénis n'est pas un instrument qui est une attaque, enfin une arme servant à attaquer quelqu'un. Ce n'est pas non plus un instrument servant à se défendre. Ah, et là on revient à notre femme qui était experte en va-t-en-guerre. Et on se dit, tiens, pourquoi c'est choquant qu'une femme soit aussi va-t-en-guerre? Justement parce qu'elle n'a pas le pénis. Et donc, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette femme qui envoie des enfants comme chair à canon, parce qu'en fait, ou des gamins, ou des ados, ou des hommes, en tout cas, comme chair à canon, c'est pas elle qui va mourir, mais c'est elle qui préconise qu'on doit se battre et qu'on doit, quitte à avoir des pertes, comme on dit. Eh bien, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui va nous gêner dans la symbolique, parce que ce n'est pas le domaine des femmes que le domaine de la guerre. Parce que c'est un domaine de deux yang qui s'affrontent, de deux pénis qui s'affrontent. Et qu'il y en ait un qui dise je suis l'agresseur et que l'autre qui dise je suis l'agressé, de toute manière, ça ne change rien à l'affaire. Alors, si on voulait aller un tout petit peu plus loin dans cette symbolique, moi je pose la question anodine, comme d'habitude, de dire pourquoi est-ce qu'on voit le pénis comme une arme? Pourquoi est-ce qu'on voit cet instrument qui donne la vie, puisque c'est lui qui transmet le liquide de vie? Pourquoi est-ce qu'on le voit comme étant une possibilité d'arme pour pénétrer l'autre, ou une arme pour faire mal à l'autre, ou alors une arme pour se défendre? Eh bien, c'est intéressant, parce que là, ça va nous poser une question, surtout aux hommes qui regardent. Ça veut dire comment on considère notre masculin, comment on considère notre virilité. Est-ce que notre virilité, elle serait en danger, par exemple? Est-ce que, je pose des questions, vous allez trouver les réponses, tout seul, ou je vous les souffle à la fin. Est-ce que notre virilité, elle serait en danger? Est-ce qu'on aurait peur? Est-ce qu'on aurait besoin d'être protégé? Est-ce qu'on utiliserait, par exemple, notre masculin, notre instrument masculin, pour se protéger d'une peur du féminin? Ah, ça serait intéressant de voir ça comme ça. Parce que du coup, peut-être qu'on pourrait remettre en cause la symbolique des mines anti-quelque chose ou des armes anti-quelque chose, et aussi la symbolique des médicaments anti-quelque chose. Est-ce qu'au lieu d'avoir des antibiotiques, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des probiotiques, ça existe, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des méthodes de soins qui respectent la vie et au lieu de la détruire? Alors en fait, il y a une question qui est vraiment très intéressante, c'est, enfin pas une question, une remarque qui est très intéressante, c'est que regardez bien, quand on est dans la course aux armements, comme on le fait par exemple avec l'Ukraine ou avec la médecine, en fait, l'objectif c'est de faire taire toute opposition. Je répète, c'est de faire taire toute opposition. On a décidé que celui qui aura le plus d'armes, c'est celui qui va faire taire l'autre.
Par exemple, il y a un virus ou une bactérie. Si j'utilise un antibiotique très puissant, je vais faire taire la bactérie. Si je fais une guerre, je vais utiliser une arme très puissante contre l'ennemi, comme ça je vais le faire taire. Et le symbole de vouloir faire taire une opposition, vous savez que là aussi, il y a quelque chose de louche derrière, c'est qu'on ne se pose jamais la question de pourquoi il y a cette opposition, pourquoi il y a cette bactérie qui est entrée dans mon corps, pourquoi il y a ce voisin qui m'attaque, pourquoi, etc., etc. Pourquoi il y a un conflit de couple, pourquoi il y a un conflit entre les enfants et les parents, pourquoi il y a un conflit entre les frères et les sœurs. On ne se pose pas la question, on se dit, moi je suis dans le bien, je suis dans le juste, et je vais faire taire l'autre. Et si vous ramenez ça à la relation sexuelle, puisqu'on en a parlé, eh bien ça fait un drôle d'effet de dire, tiens, le masculin croit avoir la puissance de faire taire le féminin, de faire taire la partie complémentaire qui est en face, c'est-à-dire de ne pas répondre à sa demande. Et alors là, vous allez voir tout de suite où je veux en venir, c'est est-ce que la relation sexuelle telle qu'on nous l'a décrite depuis longtemps entre le féminin et le masculin, ou entre la femme et l'homme, est-ce que cette relation ne serait pas biaisée, ne serait pas dévoyée par on ne sait pas quelle énergie, mais en tout cas par un schéma de pensée qui présente le féminin comme quelque chose d'inerte, de passif, qui n'a pas de demande, ou quand il a une demande, c'est une demande qui est incompréhensible ou insupportable. Et le masculin aurait donc du coup cette puissance de faire taire toute opposition en disant c'est moi qui ai le plus gros canon, tais-toi. Et c'est là où on se rend compte que les armes défensives ou offensives, de toute manière, elles ont la même fonction. Et bien sûr, c'est une fonction de mort. Donc je vous laisse méditer là-dessus parce que du coup, je vous ai envoyé de la guerre en Ukraine jusqu'à la guerre contre la maladie et puis jusqu'à tous nos petits conflits et tous nos petits conflits de polarité. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de louche dans cette course en avant et quelque chose, à mon avis, à laquelle il faut dire non, il faut dire stop, non, je veux fonctionner autrement. Sans être utopiste, mais juste en disant il y a un symbole qui ne me plaît pas là derrière. Voilà, je vous laisse méditer sur ce thème et puis comme d'habitude, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. À bientôt.